Eddy Pujalon, bonjour. Vous êtes ancien président du mouvement Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Vous êtes aussi ancien conseiller régional. Si je vous ai demandé d'intervenir ici, c'est parce que vous faites partie de ceux qui dénonçaient le danger sanitaire et environnemental considérable que représente l'installation des parcs éoliens. Avant de vous entendre, Eddy, je veux juste rappeler que j'avais été, je crois, le premier journaliste en France à réaliser 3 enquêtes vidéo sur le scandale de l'éolien, dont une première enquête intitulée Énergie éolienne, la grande escroquerie, c'était il y a déjà 10 ans. Cette enquête qui a été, je dois le préciser, censurée quelques mois après sa diffusion, avait été vue plus de 2 millions de fois et traduite en 5 langues. Voilà pour la petite parenthèse. Il y a eu le scandale de l'amiante, il y a eu le scandale des études payées par l'industrie du tabac. Y aura-t-il demain le scandale de l'industrie des éoliennes, et précisément pourquoi, si la réponse est positive? Alors oui, je voulais te remercier, Armel, parce que effectivement, ta première publication correspond, il y a 10 ans, avec le début des problèmes des éleveurs à nausées, de Didier Potiron et son épouse, mais aussi de Céline Bouvet, parce que ce sont 2 éleveurs qui sont côte à côte et qui ont subi les mêmes méfaits de l'arrivée d'un parc éolien pour lequel ils n'étaient pas opposés, et même il y avait une éolienne sur la propriété de Didier Potiron, puisque tout le monde mettait ça sous l'égide d'une énergie propre, et évidemment les éleveurs se disaient que ça serait une plus-value pour eux avec un peu de royalty à la clé. Ils n'avaient jamais été informés des problèmes environnementaux et sanitaires qu'ils allaient subir. Malheureusement, aujourd'hui, c'est après plus de 10 ans de galère, ils ont perdu leur exploitation, leur santé, leurs animaux, leur idéal de vie, et puis ils ont perdu leurs finances. Voilà, ils ont perdu leurs finances parce que dans ce pays, pour faire valoir ses droits, ça devient de plus en plus compliqué. Les tribunaux coûtent très cher, les avocats, tout ce qu'il faut mettre en route, ça devient exorbitant. Nous savons, juste pour faire valoir ces préjudices, il a fallu qu'ils financent eux-mêmes les analyses de leur exploitation, les analyses des aliments du bétail, parce que évidemment l'État, les services de l'État et bien d'autres faisaient en sorte de dire que c'était en réalité l'éleveur qui était un mauvais éleveur, comme ça se fait un peu partout. On fait tout pour rincer ces gens-là, ces braves gens. C'est un scandale d'État, et comme tu as pu le dire, moi je fais une parallèle avec effectivement l'industrie du tabac aux États-Unis, où on se rappelle moi j'ai le terme m'a profondément marqué, l'agnotologie, le culte du non-savoir, c'est-à-dire que les industriels finançaient des chercheurs véreux qui produisaient des dossiers scientifiques à charge en disant mais la cigarette c'est excellent pour les poumons, voilà, et donc les seuls chercheurs qui avaient sorti un dossier à charge en disant que c'était dramatique et que les cancers allaient pleuvoir se sont retrouvés esselés, et donc la presse relayait ces braves ces scientifiques qui produisaient des analyses contraires. Bon, et de là on a fait la même chose avec l'amiante. Donc moi je suis assez bien placé pour ça parce que j'ai travaillé dans l'industrie chimique, j'ai été confronté à l'amiante, j'ai été confronté au sang contaminé, et donc si vous voulez, je sais très bien comment fonctionnent les rouages de l'État et les ministères, et les industriels prêts à s'arranger de la mort des gens et des animaux pour faire un peu de bénéfices. Donc aujourd'hui, ces gens, non seulement ont perdu leurs animaux dans des conditions déplorables, et je pense qu'avec l'avancée de certains textes de loi, il faudrait traîner devant les tribunaux les préfets, les industriels pour maltraitance animale, et mise en danger de l'environnement. Traîner les préfets devant les tribunaux, vous pensez que c'est sérieux, Eddy? Bien sûr, parce que je suis un homme révolté. J'ai écrit à tous les ministres, j'ai écrit à tous les préfets de Loire-Atlantique et de la région des Pays de la Loire, en leur exposant les effets dramatiques sur ces animaux qui avaient les viscères qui explosaient, le sang qui coulait de toute leur partie, et je faisais une relation avec malheureusement ces gens qui sont aujourd'hui malades, diagnostiqués électrosensibles, plus, alors là j'ai outrepassé mon travail de réflexion, j'ai voulu faire une parallèle avec les enfants qui étaient atteints de leucémie à Sainte-Bazanne, pour lequel certains préfets m'ont dit, Monsieur Pujalon, ne faites pas d'extrapolation de cette sorte, c'est malvenu. Enfin, en gros, j'étais un imbécile. Voilà, mais j'ai l'habitude de ne rien lâcher, d'abord parce que j'ai une sensibilité et que je veux pas laisser ces gens dans la misère où ils sont, parce qu'on a tout fait pour les conduire au suicide et à l'abandon.
Et puis en même temps, je me suis posé beaucoup de questions. Donc je suis monté à nausée, j'étais voir ce qui se passait. J'aime bien comprendre les choses. Donc de suite, j'ai analysé la situation. Je me suis mis en relation avec plusieurs personnes en France et dans le monde. J'ai alerté d'ailleurs le Canada, les États-Unis, où nous travaillons aujourd'hui ensemble. Et puis tout simplement parce que j'ai demandé aux éleveurs qu'est-ce qui se passe depuis les éoliennes, qu'avez-vous noté de particulier? Et puis en observant, j'ai dit, mais ça fait longtemps, Madame Bouvet, que vous avez ces poux, ces poussières chez vous. Oh, elle me dit, c'est pas que là-dessus, j'en ai sur le foin, j'en ai sur mes tracteurs, sur mes vitres. Donc évidemment, j'ai poussé la réflexion jusqu'au bout pour faire des analyses sur ce qui se trouvait dans le périmètre de ce parc éolien. Précisément, vous venez de parler à l'instant de poussière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont les poussières dont vous parlez? En réalité, j'avais des doutes, mais je ne pouvais pas mettre dessus exactement ce que c'était. Mais bon, si effectivement, dans le parc éolien, la nature environnante était propre, il n'y avait rien, et qu'après le parc éolien, on se retrouvait avec des dépôts noirs, je voulais savoir d'où ça venait, si c'était des hydrocarbures, peut-être des fuites des éoliennes, etc. Et donc, j'ai commencé à vouloir chercher, donc j'ai fait prélever ces poussières, et j'ai cherché des laboratoires qui voulaient bien me faire ces analyses. Enfin, que je dis moi, c'était mon mouvement politique. Hein. Et donc, chaque fois que je mettais les molécules que je voulais chercher, on finissait par me dire qu'on ne savait pas faire ou qu'on ne pouvait pas faire. Jusqu'en Allemagne, d'ailleurs. J'ai heureusement trouvé un laboratoire. Après, je peux pas vous dire, de multiples recherches. Et grâce à des scientifiques, des chercheurs au CNRS, etc., j'ai fini par trouver le bon endroit. Et le résultat est tombé. Voilà, c'est que effectivement mes doutes et mes craintes étaient bien là. Elles corroboraient ce que le laboratoire toxique avait analysé dans le poil de ces animaux, voire dans les cheveux des enfants de Sainte-Pazanne, c'est que tout le périmètre du parc éolien est contaminé aux terres rares. Alors, avec des proportions assez conséquentes. Donc, soit moi je n'ai pas les capacités d'investigation. C'est pour ça que j'ai poussé les éleveurs à déposer des plaintes. Aujourd'hui, les deux éleveurs ont réussi à gagner une expertise judiciaire, mais le comble de tout ça, cher Armel, c'est que notre pays s'enfonce dans une situation qui est totalement déplorable. C'est que ces pauvres éleveurs qu'on a rincés financièrement, qui ont perdu leurs vaches, qui ont perdu leurs moyens pendant des années, on leur demande pour faire des analyses judiciaires des coûts à hauteur de 40 000 euros. Alors qu'ils ont déjà dépensé pour 20, 30 000 euros d'avocats, de frais de justice, etc. Vous croyez qu'on trouve 80 000 euros comme ça dans sa chaussette tous les jours? C'est lamentable. C'est-à-dire qu'on est en train de les rincer financièrement pour pas pouvoir avoir les analyses judiciaires. Alors, du côté de M. Potiron, il y aura des analyses sur les câbles électriques, parce que nous savons très bien qu'il y a des fuites de champs électromagnétiques et que les câbles ne sont pas a priori conformes à la législation, mais que de toute manière, il y avait du courant parce que les vaches, on le voit bien, se comportaient de façon très compliquée en approchant de certaines zones, comme ce soit pour Madame Bouvet pareil. Et puis, on a demandé des analyses, effectivement, sur les terres rares, sur les hydrocarbures, sur les infrasons. Une analyse, ne serait-ce que pour les infrasons, c'est 34 500 euros. Et je ne sais pas si vous imaginez, alors l'industriel rigole, mais moi, ça ne me fait pas sourire, et je me mets à la place de ces éleveurs. Pour s'arrêter juste dans un premier temps, si vous le voulez bien, Eddy, sur les terres rares dont vous venez de parler. Qu'est-ce que c'est précisément que la terre rare, Eddy? Alors, il y a deux solutions. Ou la zone est, avec les champs électromagnétiques est un aspirateur à terres rares. Alors, comme ça veut des terres rares, il y en a un peu partout, mais comme le disait leur nom, il n'y en a pas beaucoup. Si elles sont appelées rares, c'est qu'il n'y en a pas en quantité. Oui. Donc, on peut se poser la question, pourquoi on a des taux extrêmement élevé en périphérie de ce parc éolien? Bon, il y a deux solutions. On sait très bien que ce parc éolien, comme beaucoup d'autres en Europe, était des Vestas, la marque Vestas, a des électroaimants à partir de terres rares extrêmement puissants. Donc, il y a deux solutions. Ou ces machines ne sont pas étanches et les particules de terres rares s'échappent de ces machines et contaminent l'environnement. Ça, c'est une première hypothèse. Ou la seconde, c'est effectivement les champs électromagnétiques qui arriveraient à former un aspirateur à particules. Ce que, pour ma part, je pense plutôt que l'on a aujourd'hui des contaminations qui sont issues des électroaimants et qui aujourd'hui, par des nanoparticules, se trimballent partout. Alors, je pourrais vous dire, mais je suis pas un scientifique suffisamment étayé pour cela, mais ma réflexion, c'est de dire, par exemple, si on reçoit des particules du sable du désert, du Maroc ou d'Algérie, croyez-vous que les particules extrêmement fines de terres rares d'Espagne ou d'Allemagne, on ne les aura pas suivant les vents? Moi, je pense qu'on est devant un phénomène gravissime et que la problématique des terres rares, aujourd'hui, alors,
grâce aux travaux du laboratoire Topsic, hein, qui malheureusement parfois subit les pressions de l'État et d'autres parce que ça dérange, comme on l'a dit dans d'autres cas, a mis en exergue que effectivement les animaux qui mouraient et qui avaient des problématiques de santé chez M. Potiron, mais partout en France, sont souvent contaminés au terroir et on trouve ces traces dans les poils des vaches. Et aujourd'hui, c'était pas dans leur périmètre, mais moi qui ai fait ces analyses, parce qu'eux n'ont pas le droit, mais moi j'ai fait des analyses de boue un peu partout, et j'ai fait faire des analyses jusqu'à l'école de Sainte-Pazanne, parce que je pousse ma réflexion et je ne m'arrête pas à ce que monsieur le préfet m'a dit. Comprenez bien qu'à un moment donné, on ne me promène pas trop, et hélas, les boues ramassées, et peut-être pas la bonne période en plus, révèlent que les poussières qui sont autour de l'école de Sainte-Pazanne sont chargées au terre rare. Donc nous avons des enfants. Est-ce qu'on sait quelle quantité de terre rare se trouve à l'intérieur d'un bloc, je veux dire du bloc moteur d'une éolienne, Eddy, est-ce qu'on sait ça dépend des puissances, mais c'est en centaines de kilos, c'est jusqu'à 700 kilos pour les éoliennes en mer. Donc vous imaginez 700 kilos d'une matière extrêmement aimantée qui par frottement peut laisser s'échapper des nanoparticules. Alors c'est du néodyme, il y a tout un tas de matières extrêmement puissantes au niveau aimanté, et on voit que ces nanoparticules réagissent à l'électricité. Donc il semble qu'aujourd'hui, quelqu'un qui respire ces nanoparticules, si dans le meilleur des cas, elle n'est pas exposée à des champs électromagnétiques, elle va pouvoir les rejeter par les voies naturelles, mais si jamais elle est proche d'électricité statique, etc., on a l'impression qu'on est devant un effet micro-ondes et qui cause extrêmement de problèmes, soit au niveau cerveau, soit dans les viscères, comme ça le fait pour les vaches. Alors pourquoi les vaches? Parce que les vaches, elles n'ont pas de chaussures en caoutchouc, elles ont les pieds dans l'humidité et elles reçoivent l'électricité du sol en permanence. Et donc, comme elles sont contaminées au terre rare, on se retrouve avec des gens comme Stéphane Le Béchec, que j'encourage à regarder ses vidéos, qui a subi une catastrophe environnementale majeure. Il a tout perdu, plus de 500 000 euros. J'ai perdu 200 bêtes en 3 ans et demi. Je soupçonne des ondes et des champs magnétiques produites par les antennes relais, les éoliennes, les transfos, les lignes 20 000 volts et les panneaux solaires. Je tiens à vous prévenir que la vidéo qui va suivre est choquante, mais elle représente mon quotidien. Non. Je te filme. Oui. Regarde, filme ses yeux. Il a fait ça tout de suite déjà. Il fait comme des convulsions. Ouais, ses yeux deviennent blancs. Toutes ces vaches explosaient, entre guillemets, du soir au lendemain. Et quand il ouvrait l'intérieur des viscères, on voyait du sang qui pissait de partout, quoi. Et je veux dire, tout ça, avec des résultats des ministères ou des préfectures en disant « Oh, on ne sait pas de quoi ça vient, puis on ne comprend pas. » Plaisantez un peu, parce qu'au bout d'un moment, quand on dépêche l'ANSES et les ministères de l'agriculture et de l'environnement et qu'on débouche sur rien, on peut se poser raisonnablement la question, pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des enquêtes au niveau national, ce sont 3000 éleveurs qui ont fait valoir des problématiques de santé sur leurs animaux, en présence soit d'antennes 5G, soit d'éoliennes, et tout ça ne débouche sur rien. 3000 éleveurs, vous dites, 3000. Oui, on n'est pas loin de 3000 éleveurs, alors qu'on a fait une enquête sur 2 mois, et pendant la période estivale, où on sait que les éleveurs ont beaucoup de travail avec les foins et bien autre chose, parce que vous savez, quand on veut faire une enquête et qu'on fait tout pour qu'il n'y ait pas grand monde qui réponde, et je pense qu'ils ont été surpris quand même par le nombre d'éleveurs. Il semblerait que le dossier soit prêt à sortir, mais ça fait plus d'1 an qu'on l'attend. Il est sur le dossier, il est sur le bureau du ministre, mais je suppose qu'il a été lui aussi un peu nettoyé de manière à être assez correcte. Voilà. Est-ce que vous sauriez m'expliquer, Eddy, quelle est l'utilité de ces terres rares dans le bloc d'une éolienne? À quoi ça sert en fait, pour que les gens comprennent? En réalité, du fait que de sa puissance, ce sont des aimants qui sont extrêmement puissants. Ça n'a rien à voir avec un aimant traditionnel que vous pouvez toucher, soit quand on se sert à l'école, etc. C'est x10 ou x20. Et donc, du coup, la puissance qu'il a permet de faire tourner la machine pour produire l'électricité, donc le bloc moteur électrique, avec une vitesse assez incroyable, parce que ce sont des aimants qui ont une puissance qui permettent, entre guillemets, d'éviter tout un tas d'engrenages et notamment beaucoup d'huile,
Notamment, c'est pour ça qu'on en met beaucoup en mer, parce que la vidange d'une éolienne en mer nécessite de prendre un hélicoptère, des vidanges assez compliquées, coûteuses. Les électroaimants sont beaucoup plus puissants, plus faciles de fonctionnement. Donc, si vous voulez, ça fait 20 ans que je combats l'éolien, pas pour tout, hein. Au départ, c'était pour la présence sur les voies migratrices, après, c'était pour l'inefficacité. Mais quand j'ai mis le doigt un peu sur la partie sanitaire, chaque fois que je voyais les industriels, je disais, écoutez, là, il y a un problème, il y a des électroaimants à partir de terres rares, etc. Alors, on me dit, non, monsieur Pugelon, patati, patata. Et alors, aujourd'hui, quand je rencontre les mêmes industriels, ils me disent, non, ça, monsieur Pugelon, on a arrêté la terre rare. Vous croyez qu'un industriel qui pense que c'est extrêmement performant arrêterait un système juste pour faire plaisir? J'ai l'impression de m'être quand même un peu fada. Si aujourd'hui la communication qui est faite par les industriels, c'est de dire on a arrêté les électroaimants à base de terres rares, ça veut dire que quelque part par là, ça commence à se savoir et que ça devient compliqué pour eux. Enfin, je pense que si les choses sont avérées, que les laboratoires continuent à travailler et qu'on arrive sur des vrais dégâts sanitaires sur les hommes et les animaux, je pense que tous ces gens-là auront à devoir quelque chose devant la justice, à tout le moins devant les victimes. Disons que le laboratoire toxique qui a fait les premières analyses, à la fois chez Didier Potiron, chez Céline Bouvet, donc a trouvé dans les poils des animaux la présence de nombreuses terres rares en quantité incroyable par rapport à des gens qui ne sont pas exposés à la même zone. Et puis, dès qu'il y a eu les problématiques sur les enfants de Sainte-Pazanne, il a fait la première analyse qui s'est avérée assez catastrophique aussi. Puis, quelques temps après, les analyses n'ont pas révélé le même taux de contamination. Et de là, s'est arrêtée la suite. Mais comme je voulais en savoir un petit peu plus, je me suis posé la question pour savoir si, alors je ne sais pas le nombre de kilomètres qu'il y a entre le parc éolien et Sainte-Pazanne, on doit être sur 20 kilomètres peut-être, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais à ce niveau-là, j'ai dit que ça vaudrait le coup de faire des analyses. Et les analyses ont révélé une présence de terres rares légèrement inférieure à celle que l'on trouve à Ras, le parc éolien de Nozay. La seconde chose, c'est qu'on sait que sur cette école, il y avait une ligne de haute tension qui passait sous terre, et donc probablement des champs électromagnétiques qui font que si vous mettez des aimants dans un corps humain en présence de champs électromagnétiques, vous pouvez comprendre qu'il y a un souci majeur, et notamment sur des jeunes enfants. Donc moi je recoupe les informations que j'ai, je fais des suppositions, mais ça me conduit à me dire que beaucoup de gens sont aujourd'hui informés, au plus haut niveau, de ce danger sanitaire qu'est les contaminations aux terres rares, la présence de terres rares dans les machines éoliennes, et la contamination par les câbles électriques, puisqu'on est en train de multiplier, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est Enedis par la demande de l'État, de nombreux câbles dans toute la France pour alimenter la moindre éolienne qui sera dans un secteur défini et qu'on multiplie les chances d'être exposé à des champs électromagnétiques. Autrement dit, on est en train de faire exploser un problème sanitaire sur les animaux et sur les humains. Le parc de Nozay, c'est combien d'éoliennes, Eddy? Je crois qu'il y a 7 éoliennes. 7 éoliennes. Qu'est-ce que deviennent aujourd'hui Didier Potiron et son épouse? Vous avez des contacts? Didier Potiron a vendu son exploitation. Il n'a plus rien. Et il se reconstruit en reconversion. Céline Bouvet a tout perdu elle aussi. Elle a perdu son exploitation, elle a perdu ses animaux et elle a perdu toutes ses économies, plus sa vie de famille, plus plein d'autres choses, puisque c'est assez compliqué. Alors on va dire qu'on a vu comment ça s'est passé avec l'amiante. Hein. Pour mémoire, la juge qui travaillait sur une possibilité de faire monter le dossier amiante au niveau national, au bout de 10 ans de travaux, a été remplacée. Et depuis, si en Italie il y a eu un jugement, en France il n'y en a pas eu. Donc je reste prudent sur la capacité des dirigeants à essayer d'étouffer les affaires. J'ai plutôt confiance en la justice, c'est pour ça que j'avais commencé avec un avocat à saisir la Cour de la République, de justice de la République, qui nous a retoqué. Aujourd'hui, on est en train de se diriger vers du pénal. Le dossier va monter en puissance, on va saisir un juge, et je pense qu'il n'y a que la justice qui pourra remettre de l'ordre dans ce pays et qui viendra éclairer de façon claire qu'il y a aujourd'hui des contaminations, des gens malades, des animaux qui meurent dans la souffrance incroyable. C'est d'ailleurs ce qui me révolte par rapport aux écologistes, c'est que les écologistes qui se disent des pro-animaux et qui sont les porteurs de l'éolien et qui me disent souvent, Eddy, tu racontes des bêtises. Moi, je les invite à aller voir la souffrance animale. Quand M. Jadot monte sur une éolienne à moins de 10 km de Nozay
là où est M. Potiron, alors qu'il parle du bienfait de l'éolienne, il n'a pas été voir les animaux qui souffraient, qui mouraient, les veaux qui étaient avortés. Je suis scandalisé de cette position à deux vitesses, alors que là, on a vraiment une maltraitance animale et on a des souffrances insupportables. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a que la justice qui viendra rétablir la vérité. Et bon, je compte bien qu'on y arrive, parce qu'aujourd'hui, il y a les associations, il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont en train de travailler sur ce sujet, la Fédération Environnement Durable, plein d'autres associations, et on informe le plus possible l'ensemble des parlementaires. Vous savez, avec Fabien Bouglet, qui est aussi un des acteurs de la lutte contre l'éolien, on a partagé un livre à tous les sénateurs, tous les députés et tous les présidents de région. Et on leur a dit, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Et c'est comme les ministres. Quand je leur ai écrit qu'il y avait des problèmes sanitaires, il y avait des problèmes sur les humains, qu'il y avait peut-être un danger avec les terres rares, la plupart on fait de la réponse politicienne. Je vais transmettre à mes bureaux, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais il n'y a rien du tout. Et donc je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir traîner ces gens-là devant les tribunaux. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, Eddy, avant de nous quitter peut-être, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux autorités, aux responsables politiques qui vous entendent? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, de leur adresser comme message ou comme avertissement? La première des choses, c'est que je les invite tous à aller rencontrer une fois dans leur vie quelqu'un qui a souffert des éoliennes. Les gens qui sont électrosensibles, les gens qui ont perdu leurs animaux, que leurs femmes sont malades, qui ont perdu leurs chiens, au lieu de raconter tout et n'importe quoi en restant dans leur bureau à Paris, il ferait bien de descendre et d'aller au plus près de chez gens pour voir la souffrance humaine et animale. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, qu'ils se mettent vraiment à mettre un dossier, au lieu de parler que sur l'énergie en matière de coûts et de problématiques, ils se mettent sur la problématique sanitaire et environnementale. Vous savez, quand l'État s'est senti un peu pressé, ils ont dépêché 2 commissions d'enquête sur nausées. Ils ont fait venir le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Bizarrement, ils n'ont pas fait venir le ministère de la Santé, alors que le préfet avait demandé des analyses sur les gens qui habitent autour de ce parc éolien, que le docteur Tripodi à Nantes a diagnostiqué 27 personnes sur 30 électrosensibles. Et vous savez quoi? C'est que ce monsieur qui a été saisi par le préfet pour être un référent en matière de santé et d'impact par rapport à la situation de nausées, eh bien, le ministère n'a pas trouvé mieux que de même pas payer ses travaux. Il a encore un dossier qui traîne sur son bureau qu'il n'a pas publié parce qu'il a été floué par l'État. Et on a tout fait pour l'écarter maintenant du dossier de nausées, même sur le dossier en justice qui aujourd'hui est étayé sur l'expertise judiciaire. L'industriel a demandé que M. Tripodi ne soit pas pris en compte parce qu'il serait trop près des plaignants. Vous voyez, on en est rendu là aujourd'hui. Je veux vous dire, hein, c'est tellement scandaleux que bon, moi je lâcherai rien, mais j'invite tous les parlementaires à bien regarder de près ce qui se passe, parce que demain ça explosera et il y aura forcément des conséquences. Parce qu'on ne peut pas laisser continuer comme ça tous ces gens dans la misère, tous ces gens malades qui dorment avec des couvertures de survie. Il y a un vrai problème sanitaire. Et bon, j'espère que la justice sera suffisamment éclairée quand on déposera les dossiers, hein, c'est pour pendant pas longtemps. Les 2 dossiers sont en cours sur l'expertise judiciaire, mais le prochain au pénal. J'espère qu'on trouvera un juge qui aura le courage de soulever ces problèmes. Eddy, est-ce que vous rencontrez de plus en plus de victimes? Vous êtes proche de la nature depuis longtemps. On le sait, vous êtes un homme de la nature, j'allais dire. Est-ce que vous rencontrez de plus en plus des victimes des éoliennes, des victimes d'éoliennes? Aujourd'hui, en réalité, j'ai les problématiques des éoliennes et puis évidemment l'explosion des antennes 5G, où là aussi j'ai des problèmes avec des gens qui ont quitté le secteur éolien pour se mettre à l'abri parce que devenus électrosensibles et se sont retrouvés du jour au lendemain avec une antenne 5G qui venait à côté, ou même parfois 2, parce comme il n'y a pas d'entente, on a les 2 opérateurs. Donc du coup, on a ces 2 problématiques avec des gens qui aujourd'hui ont des souffrances incroyables. Comment expliquez-vous que on ne parle jamais, par exemple, que ce soit complètement passé sous silence, la tonne industrielle de béton nécessaire à l'installation d'une éolienne? Quand j'ai réalisé ma première enquête en 2014, on parlait de 800 à 1500 tonnes. Aujourd'hui, avec les mâts gigantesques que l'on a peut-être 2 ou 3 000 tonnes. Comment expliquer que ces quantités hallucinantes de béton ne soient jamais évoquées? Parce que ce béton, il restera dans le sol. C'est une évidence. En réalité, on considère que à la fin de l'exploitation, on arrase de 1 mètre le béton et on laisse tout le reste dans le sol. Voilà. Et on est plutôt sur 500 000 € pour le démontage de l'éolienne.
même si aujourd'hui les industriels préfèrent dire on arrase à ras, on remet une éolienne à côté et on continue à stocker du béton dans le sol. Mais vous savez, c'est pas un problème. Là, on a tellement mis ça sous l'égide d'une énergie verte que vous pouvez mettre du béton, vous pouvez mettre des huiles polluantes, vous pouvez mettre des infrasons, vous pouvez mettre des câbles qui nuisent à l'environnement dans le sol, que malgré tout ça, les gens voient ça comme une énergie propre. Et pourtant, on a des analyses en océan, hein, sur l'offshore, avec des problématiques sur les crabes, sur les invertébrés. Moi, j'ai posé souvent des questions à la responsable d'Enedis, en disant est-ce que vous pouvez garantir qu'il n'y aura pas de fuite de champs électromagnétiques. On m'a dit non, monsieur Pujolan, je ne vous garantirai rien du tout, parce que nous savons très bien, ils savent très bien qu'aujourd'hui, il y a un gros problème là-dessus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme un peu la téléphonie avec les infrasons et les sons, les ondes. On sait très bien que tout ça, à un moment donné, ça a des problèmes sur la santé, sur le développement du cerveau des jeunes enfants. Il y a toute une problématique aujourd'hui, mais on s'assoit dessus parce qu'il y a du business, il y a de l'argent à gagner, il y a des décisions gouvernementales, des décisions européennes. Donc, tant que des associations et des combattants de l'ombre n'arriveront pas, par la bonne volonté d'un juge, à percer la vérité et à condamner, à faire condamner l'État pour ses maltraitances, ben on n'y arrivera pas. Voilà, moi je pense qu'il va falloir remettre un coup de collier, il va falloir remontrer, parce que Dieu sait que des vidéos, il y en est passé, on a mis tout ça, et Armel, vous avez joué aussi le jeu avec vos 3 vidéos sur l'éolien, mais quand on diffuse la mortalité de ces animaux qui hurlent, et qui ont les viscères qui explosent, je me demande comment on peut rester insensible à tout cela et qu'on tape en touche en disant oh, c'est la faute de l'éleveur, c'est de la maltraitance animale. Mais la maltraitance animale, c'est qui en réalité? C'est l'État, c'est les éoliennes, c'est les câbles électriques, on regarde pas s'il y a de l'eau, on se fout de tout. Et ces pauvres gens qui ont 20 ou 10 ans d'élevage se retrouvent du jour au lendemain avec une exploitation qui perd ses moyens, des animaux qui meurent du jour au lendemain, ils se posent toutes des questions, on les laisse dans leur solitude, on les laisse dans l'embarras, ils se posent des questions, et puis après vous avez tout le monde politique autour, les régions, les départements, les préfets, on fait tout, même les chambres d'agriculture par moment, qui sont très très silencieux sur le sujet, les syndicats agricoles qui ont mis beaucoup de temps à réagir. Justement, j'allais vous poser la question, et on a le sentiment que les syndicats de paysans, la FNSEA par exemple, est très silencieuse par rapport à tout ça. Mais c'est un scandale, je l'ai dénoncé régulièrement, en disant mais c'est pas possible, comment les syndicats, pourquoi vous croyez que ces braves éleveurs viennent chercher Eddy Pujolan? Moi, je suis pas dans le monde agricole, j'ai juste écouté des gens pleins de sincérité et dont on sentait qu'ils étaient dans la détresse totale. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui tous les syndicats qui montent au créneau en disant stop, ça suffit, arrêtez vos conneries avec l'éolien, avec vos ondes et tout ça, parce qu'on voit bien, ils le savent. Mais si vous pensez qu'ils le savent? Et bien sûr. Sauf qu'il y a des sujets qu'on ne touche pas. Il y a des sujets qu'on ne touche pas, et si ça touche pas le plus grand nombre, s'il y en a que quelques-uns qui fument, c'est pas grave. Vous voyez, dans ce pays, on arrive à tenir les gens par les subventions, par exemple. Vous voyez, si vous êtes un dirigeant d'un syndicat agricole et que vous êtes un peu trop rebelle, on risque que vous supprimez les subventions. Vous avez déposé un dossier à la région, il se peut qu'il soit retoqué. Donc du coup, on fait en sorte à faire attention, et je vois pas beaucoup de Robin des Bois en ce moment qui vont essayer de sauver ces pauvres gens qui sont dans le besoin. Et ça, c'est lamentable, mais c'est aussi la façon dont fonctionne notre pays. Hein, on fonctionne, on étouffe tout, on serre tout. Et puis, si vous êtes trop pertinent, on peut trouver un dossier pour la faire fermer, ou à dire à moins que vous êtes un peu hystérique ou malade mental. Donc, par prudence, les gens ne bougent plus. Mais tous ces gens qui ont été aujourd'hui rincés financièrement, qui ont été confrontés à ces problématiques d'éoliennes, de champs électromagnétiques, de choses très 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 spéciales, ils ne croient plus ni en les syndicats ni en rien. Vous savez, ils ont été secoués, le président de la République, par 2 fois au salon de l'agriculture, l'interpellé à 5, à 6. Le président dit oui, j'avais dit, il faut les écouter, oui, le ministère dit ah oui, on va le faire. Et puis les années passent, ces gens-là, ils ont tout perdu, 500 000 €, leur vie de famille, ils ne croient plus en rien, quoi. Et ça, écoutez, moi j'essaie encore de pousser cette révolte-là pour dire stop, ça suffit, et puis
pas possible de laisser des gens comme ça et continuer parce qu'il y aura d'autres malades. Alors je cherche partout. Hein, aujourd'hui en France, on doit avoir 5 ou 6 lieux de forte densité de cancer pédiatrique. Il y en a un pas loin, Charente-Maritime. Bon, ben, il y a des problématiques probablement avec des pesticides, mais écoutez, Charente-Maritime, elle est très chargée aussi d'éoliennes. Donc moi, j'aimerais bien qu'on fasse des analyses sur les enfants, qu'on regarde aussi où sont ces enfants, est-ce qu'il y a des champs électromagnétiques autour de chez eux, dans leur maison, et est-ce qu'ils ne sont pas contaminés, eux aussi, au néodyme et à d'autres terres rares. À tout le moins, le dossier avance, et alors c'est une fatalité, Armel, parce que quand on s'est contacté pour pouvoir exposer ce sujet, 2 jours après, j'ai été contacté par Mathieu Davoli, le patron du laboratoire toxique, qui est en train d'avancer sur le sujet, donc de façon concomitante, parce que je ne pensais pas l'avoir au téléphone. Ils ont déjà déposé un dossier d'alerte sur la contamination des animaux et au niveau sanitaire pour les animaux, hein, pour les vaches. Et en ce moment, je pense qu'ils sont en train de travailler sur la partie humaine. Et je pense qu'on aura très prochainement, c'est peut-être déjà fait, une alerte d'un consortium de scientifiques sur le danger des contaminations terres rares. Voilà. Donc, j'espère qu'un jour ou l'autre, ces braves préfets qui m'ont répondu, pour d'autres qui m'ont pas répondu, pourront se regarder dans une glace si le problème est avéré. Si je peux juste jeter une alerte, puisqu'il y aura probablement beaucoup de gens qui sont aujourd'hui confrontés à l'arrivée des éoliennes ou à avoir un parc éolien. Je vous invite à regarder, si vous êtes exposé sous les vents du parc éolien, à regarder s'il y a des vestas ou pas de vestas, si elles sont chargées au néodyme, et à regarder si vous avez des poussières autour de chez vous. Et à la limite, une analyse, ça coûte à peu près 540 €. Avec une association, contactez-moi, on fera des analyses et on regardera le taux de contamination terre rare qu'il y a autour de chez vous pour vous préserver votre santé et puis celle des animaux. Merci beaucoup, Eddy Pugelon, d'être intervenu sur Nexus. Merci à vous. C'est moi qui te remercie, Armel. À très bientôt. Au revoir, Eddy. À très bientôt.